J'ai trouvé la culotte rose sous son oreiller, rose avec de la dentelle noire, exactement comme celle que je voyais Giovanna étendre sur le fil à linge. Mon monde s'est écroulé quand j'ai compris que ma belle-fille avait dormi dans mon lit. Mais je ne savais pas encore que ce n'était que le début d'une mascarade qui durait depuis 2 ans. Mes mains tremblaient en tenant ce morceau de tissu, cette dentelle délicate que j'avais admirée tant de fois quand elle l'étendait au soleil, souriant innocemment quand je lui demandais où elle achetait de si jolis sous-vêtements. « Oh, tante Carla, c'est Roberto qui me les offre parfois. Il dit qu'un père doit gâter sa fille. » Avant de continuer cette histoire bouleversante, n'oubliez pas de me dire en commentaire d'où vous écoutez mon histoire et abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits incroyables. Le parfum était encore là. Ce mélange de vanille et de jasmin qui flottait maintenant dans ma chambre, imprégnant mes draps, mes oreillers. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Tous ces indices que j'avais balayés d'un revers de main, expliqués par ma générosité, ma volonté de créer une vraie famille recomposée. Je me suis assise lourdement sur le bord du lit, cette culotte toujours entre mes doigts. 18 ans de mariage. 18 ans à faire confiance, à construire, à croire en cet homme qui dormait à côté de moi chaque nuit. Roberto, mon Roberto, qui pleurait quand il m'avait parlé de cette fille qu'il avait abandonnée, qu'il voulait rattraper le temps perdu. Les sanglots sont montés, incontrôlables. Pas seulement de tristesse, mais de rage. Une rage sourde qui naissait au creux de mon ventre. Comment avait-il osé? Comment avait-il osé, tous les deux, me faire jouer la mère parfaite, la belle-mère accueillante, pendant qu'elle couchait avec mon mari dans mon propre lit? J'ai repensé à tous ces moments où Giovanna m'aidait en cuisine, où elle me demandait conseil pour ses études, où elle s'endormait devant la télé, et que Roberto la portait délicatement jusqu'à sa chambre. Elle dort si profondément, ma pauvre petite. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Le bruit de la porte d'entrée m'a fait sursauter. Ils rentrèrent de leur sortie père-fille du samedi après-midi. Ces sorties qui avaient commencé il y a 3 mois, quand Giovanna avait dit vouloir apprendre à mieux connaître son papa. Mes enfants, Julia et Pedro, trouvaient ça touchant. Moi aussi d'ailleurs. Quelle idiote j'étais. J'ai fourré la culotte dans ma poche et je suis descendue, le cœur battant. Ils étaient là, dans l'entrée, riant de quelque chose. Giovanna portait une nouvelle robe. Une robe que je n'avais jamais vue, élégante, qui moulait parfaitement sa silhouette de 22 ans. Roberto l'aidait à retirer sa veste, ses mains s'attardant sur ses épaules. « Ah, Carla !» Roberto m'a souri, ce sourire que je connaissais par cœur, celui qu'il me donnait quand il rentrait du travail. Nous avons passé un excellent après-midi. J'ai emmené Giovanna voir cette exposition dont elle me parlait. Oui, tante Carla, c'était magnifique. Giovanna s'est approchée, ses yeux brillants d'une joie que je percevais maintenant différemment. Papa a tant de goût artistique. Je comprends pourquoi vous l'avez épousé. Papa. Ce mot me vrillait les tympans maintenant. Je les regardais, cherchant les signes que j'avais ratés. La façon dont elle disait « papa » avec une intonation particulière. La manière dont il la regardait, pas comme un père, mais comme il me regardait autrefois. « Où sont Julia et Pedro ?» ai-je demandé, ma voix plus aiguë que d'habitude. « Chez Marisa avec ses enfants, tu te souviens ?» Roberto fronçait les sourcils. « Tu vas bien, chérie? Tu as l'air bizarre, bizarre. » J'avais l'air bizarre. Pas lui qui se promenait avec sa maîtresse déguisée en fille. Pas elle qui jouait à la belle-fille modèle tout en partageant l'intimité de mon mari. Moi, j'avais l'air bizarre. « Je vais prendre une douche », ai-je murmuré en montant l'escalier. Derrière moi, j'ai entendu Giovanna murmurer quelque chose à Roberto. Puis, leur rire étouffé. Ces rires complices que j'entendais de plus en plus souvent. Ces conversations qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce. Sous l'eau brûlante, j'ai fermé les yeux et tout a défilé. Les 6 derniers mois depuis qu'elle était arrivée. Les petites attentions de Roberto pour elle. Les sorties de plus en plus fréquentes. Les nuits où il se levait soi-disant pour boire de l'eau et revenait 1 heure plus tard. Les matins où Giovanna descendait plus tard que d'habitude, les cheveux légèrement ébouriffés. Comment avais-je pu être aussi naïve? Comment avais-je pu ouvrir ma maison, mon cœur à ma propre rivale? Mais je ne savais pas encore ce qui m'attendait. 6 mois plus tôt, par une soirée de mars pluvieuse, Roberto était rentré du travail avec des yeux rougis et une expression que je ne lui connaissais pas. Il s'était assis lourdement dans notre cuisine, avait posé sa tête entre ses mains et avait commencé à pleurer. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour ?» J'avais immédiatement arrêté de préparer le dîner, inquiète.
En 18 ans de mariage, j'avais rarement vu Roberto pleurer. Il était de ces hommes qui gardèrent leurs émotions pour eux, qui préféraient les gestes aux mots. J'ai reçu un appel aujourd'hui, avait-il murmuré entre ses sanglots. De ma fille, de Giovanna. Je m'étais figée. Roberto m'avait parlé de ce premier mariage, très bref, quand il avait 26 ans. Une erreur de jeunesse, disait-il. Sa femme était partie avec leur bébé quand Giovanna avait à peine 1 an. Il avait perdu tout contact malgré ses efforts pour les retrouver. Elle m'a retrouvée, Carla. Elle a 22 ans maintenant. Elle veut me rencontrer. Mon cœur s'était serré. Pas de jalousie, mais d'émotion pure. Cet homme que j'aimais allait enfin retrouver sa fille. Oh, Roberto, c'est merveilleux. Tu ne comprends pas. Il avait levé les yeux vers moi, et j'y avais lu une douleur profonde. Elle n'a nulle part où aller. Sa mère est morte l'année dernière. Elle vit dans une chambre d'étudiante minable. Elle travaille le soir pour payer ses études. Elle n'a personne, Carla. Personne. J'avais posé ma main sur son épaule. Qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais... Il avait hésité. J'aimerais l'inviter ici. Juste quelques mois, le temps qu'elle finisse son semestre. Qu'elle apprenne à nous connaître, à connaître ses demi-frères et sœurs. Sans réfléchir, j'avais hoché la tête. Bien sûr, cette maison est assez grande, et Julia et Pedro seront ravis d'avoir une grande sœur. Le soulagement dans ses yeux avait été si intense que j'avais su avoir pris la bonne décision. Nous allions accueillir Giovanna, l'aider à reconstruire sa relation avec son père, lui offrir la stabilité familiale qui lui avait manqué. 3 jours plus tard, Roberto était parti la chercher à la gare. J'avais passé l'après-midi à préparer la chambre d'amis, à acheter des draps neufs, des serviettes, quelques affaires de toilette. Julia, 16 ans, était excitée à l'idée d'avoir une sœur plus âgée. Pedro, 14 ans, faisait semblant d'être indifférent, mais je l'avais surpris à ranger sa chambre. Quand ils étaient arrivés, j'avais été frappée par la beauté de Giovanna. Grande, élancée, avec de longs cheveux châtains et des yeux verts perçants. Elle portait un jean délavé et un pull trop grand, serrait contre elle un sac de voyage usé. Elle semblait si jeune, si vulnérable. Tante Carla? Sa voix était douce, timide. Papa m'a tant parlé de vous. Merci de m'accueillir. Mon cœur avait fondu. Ma chérie, tu es chez toi ici. Les premières semaines avaient été un enchantement. Giovanna s'était intégrée à notre routine familiale avec une facilité déconcertante. Elle aidait en cuisine, jouait aux jeux vidéo avec Pedro, parlait mode et maquillage avec Julia. Elle appelait Roberto papa, avec une émotion qui me serrait la gorge, et moi, tante Carla, avec un respect touchant. Roberto était transformé. Il rayonnait, multipliait les attentions pour sa fille retrouvée. Il l'emmenait faire du shopping, lui achetait des vêtements, des livres pour ses études, des bijoux pour rattraper le temps perdu. J'étais heureuse de le voir si épanoui. « Tu ne peux pas savoir ce que ça représente pour moi », m'avait-il dit un soir, alors que nous regardions Giovanna aider Julia avec ses devoirs de mathématiques. Avoir une seconde chance avec elle. Être enfin le père que je n'ai pas pu être. Mais il y avait eu ces petits détails qui m'avaient parfois troublée. La façon dont Giovanna se blottissait contre Roberto quand ils regardaient moi la télé ensemble. Leur conversation qui s'arrêtait brusquement quand j'entrais dans une pièce. Les fous rires qu'ils partageaient et que personne d'autre ne semblait comprendre. Marisa, ma meilleure amie, avait été la première à exprimer des doutes. Je ne sais pas, Carla, il y a quelque chose qui me dérange chez cette fille. La façon dont elle regarde Roberto, ce n'est pas vraiment paternel. J'avais balayé ses inquiétudes. Tu es parano, Marisa. Roberto retrouve sa fille après 20 ans. Il est normal qu'il veuille la gâter, qu'il soit complice. Et cette histoire de premier mariage, tu l'as déjà entendu en parler avant? J'avais hésité. C'était vrai que Roberto avait toujours été très évasif sur cette période de sa vie. Mais les hommes n'aimaient pas ressasser leurs échecs. C'était normal. Les mois avaient repassé. Giovanna avait prolongé son séjour, prétextant des difficultés à trouver un logement étudiant convenable. Roberto était ravi, moi aussi. Nos enfants l'adoraient. Elle faisait partie de la famille, jusqu'aux sorties du samedi après-midi. « J'aimerais passer du temps seul avec ma fille », avait expliqué Roberto. 20 ans à rattraper, tu comprends. Bien sûr que je comprenais. Sauf que maintenant, en repensant à ces sorties, aux sourires qu'ils échangeaient au retour, aux sacs de shopping qu'elle rapportait, maintenant que je tenais sa culotte dans ma poche, tout prenait un sens différent. Ces regards qu'ils échangeaient n'étaient pas complices, ils étaient intimes. Ces conversations qui s'arrêtaient n'étaient pas sur son passé douloureux, mais sur leurs moments volés.
et ses vêtements qu'il lui achetait. J'avais ouvert ma maison à ma rivale. J'avais joué à la belle-mère parfaite avec la maîtresse de mon mari. Pendant 6 mois, j'avais nourri, logé, aimé la femme qui me volait tout. Et le pire, c'est qu'une partie de moi l'aimait encore. Cette fille que j'avais vue grandir sous mon toit, à qui j'avais appris à faire ma recette de lasagne, avec qui j'avais ri devant des films romantiques, qui était vraiment Giovanna. Les 2 semaines qui suivirent ma découverte furent les plus longues de ma vie. Je me levais chaque matin avec un nœud à l'estomac, observant Roberto et Giovanna avec des yeux nouveaux, cherchant des preuves de ce que je savais déjà. Mais il me fallait plus qu'une culotte et des soupçons. Il me fallait des certitudes. « Maman, tu vas bien ?» Julia m'avait surprise un matin, figée devant ma tasse de café froid. « Tu as l'air bizarre depuis quelques jours. Juste fatiguée, ma chérie. » Le mensonge était sorti tout seul. Comment expliquer à ma fille de 16 ans que je soupçonnais son père de tromper avec sa prétendue demi-sœur? C'est Marisa qui m'a donné le courage de creuser. « Carla, écoute-moi bien. Si tu as des doutes, il faut que tu saches. Tu ne peux pas vivre dans l'incertitude. Ça va te rendre folle. » Nous étions assises dans sa cuisine, un samedi matin, pendant qu'une fois de plus, Roberto et Giovanna étaient sortis en père et fille. Marisa avait posé sa main sur la mienne. « Qu'est-ce que tu as besoin de faire ?» J'avais sorti mon téléphone en tremblant. « Il y a une application pour surveiller les messages WhatsApp. Mon collègue au bureau m'en avait parlé quand il soupçonnait sa femme. Tu veux que je t'aide à l'installer ?» J'avais hoché la tête, honteuse mais déterminée. En 30 minutes, Marisa avait transformé mon téléphone en instrument de surveillance. Maintenant, il faut que tu aies accès à son portable quelques minutes pour synchroniser les comptes. Cette nuit-là, quand Roberto dormait profondément, j'avais pris son téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber. Mais j'ai réussi. Dès le lendemain, tous ces messages arriveraient aussi sur mon téléphone. Les premiers jours n'avaient rien révélé d'explicite. Des messages professionnels, quelques échanges avec ses amis, puis j'avais découvert un second numéro enregistré sous le nom « J'ai travail ». Mon sang s'était glacé. « Roberto, tu m'as manqué hier soir. J'ai travail. Moi aussi. Mais elle était là tout le temps. Roberto, ce soir, elle sort avec Marisa. On aura la maison. J'ai travail. J'ai hâte. J'ai acheté quelque chose de spécial. » J'avais relu ces messages 10 fois, espérant avoir mal compris. Mais c'était clair. Il parlait de moi comme d'un obstacle. Cette soirée où j'étais effectivement sortie avec Marisa, où j'étais rentrée pour trouver Giovanna endormie devant la télé et Roberto fatigué qui montait se coucher, j'avais commencé à prendre des photos. Leur sortie ensemble, leur retour avec des sacs que je n'avais jamais vus. Un jour, j'avais trouvé un reçu d'hôtel dans la poche de Roberto. Hôtel Bellevue, chambre 237, 3 heures. Le jour même où il prétendait être allé au musée. « Il faut que tu ouvres un compte en banque », m'avait conseillé Marisa quand je lui avais montré les preuves. « Un compte secret. Si jamais ça tourne mal, tu auras besoin d'indépendance financière. » Elle m'avait accompagnée à la banque le lendemain. J'avais ouvert un compte d'épargne dans une agence où personne ne me connaissait, commencé à y virer de petites sommes chaque semaine. L'argent de mes courses, de mes achats personnels. Au cas où, les preuves s'accumulaient. Des photos de leurs mains entrelacées que j'avais prises de loin dans un café. Des enregistrements de leurs conversations nocturnes que je captais depuis le palier. Un jour, j'avais trouvé un flacon de parfum dans la salle de bain de Roberto, le parfum de Giovanna. Mais le plus dur, c'était que les moments en famille. Ces dîners où elle m'aidait à servir en souriant, où elle demandait des nouvelles de mon travail avec une sollicitude apparente. Ces soirées où Roberto me prenait dans ses bras devant la télé pendant qu'elle se blottissait contre lui de l'autre côté. « Tante Carla, vous formez un si beau couple avec papa », m'avait-elle dit un soir, et j'avais vu Roberto détourner le regard rapidement. « Vous vous aimez vraiment, ça se voit. » Le cynisme de cette phrase m'avait coupé le souffle. Elle me regardait droit dans les yeux en disant ça, avec ce sourire innocent que je lui connaissais. Était-elle consciente de la cruauté de ses mots? J'avais commencé à fouiller sa chambre quand elle n'était pas là. Au début par culpabilité, puis avec une détermination froide. J'avais trouvé des bijoux que je n'avais jamais vus, des vêtements trop chers pour une étudiante, des lingeries sophistiquées. Et dans un tiroir, soigneusement caché, une photo d'elle et Roberto dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. Ils s'embrassaient. Cette photo avait été la goutte d'eau. J'avais sangloté dans cette chambre qu'elle avait souillée, cette chambre où elle dormait sous mon toit en se moquant de moi. Puis la rage avait pris le dessus. Une rage froide,
calculatrice. J'avais commencé à les filmer, discrètement, avec mon téléphone. Leurs gestes complices, leurs regards, leurs absences simultanées. J'avais créé un dossier secret sur mon ordinateur. Preuves, photos, captures d'écran de messages, reçus, enregistrements audio. Un soir, alors que je classais méticuleusement mes découvertes, Julia était entrée dans mon bureau. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»« Des comptes, ma chérie. Encore un mensonge. J'en accumulais tant maintenant. Tu sais, elle s'était assise sur l'accoudoir de mon fauteuil. Je suis contente que Giovanna soit là. Papa a l'air si heureux. Et toi aussi, tu avais l'air heureuse au début. Au début, quand j'étais encore dans l'ignorance. Quand je croyais encore que la bonté était récompensée, que l'amour était sincère, que la famille était sacrée. Mais maintenant, Julia avait continué. On dirait que tu es triste. Vous vous êtes disputés, papa et toi ? J'avais serré ma fille contre moi, respirant l'odeur de son shampoing, me raccrochant à cette innocence que j'étais en train de perdre. Non, ma chérie, tout va bien. Le lendemain soir, en rentrant plus tôt que prévu du bureau, j'avais trouvé la maison étrangement silencieuse. La voiture de Roberto était là, celle de Giovanna aussi. Mais personne n'avait répondu quand j'avais appelé. J'étais montée à l'étage sur la pointe des pieds. Et là, j'avais entendu des gémissements étouffés qui venaient de ma chambre conjugale. J'avais sorti mon téléphone, commencé à enregistrer. Mes mains tremblaient, mais j'avais tenu bon. Cette fois, j'avais la preuve ultime. Mais au moment où j'allais redescendre, j'avais entendu la voiture de Julia qui rentrait du lycée. Dans quelques secondes, ma fille allait découvrir ce que je venais d'entendre. Cette innocence que je voulais protéger allait voler en éclats. J'avais descendu l'escalier 4 à 4 et ouvert la porte avant qu'elle n'utilise sa clé. « Julia, comment s'est passée ta journée ? Tu veux qu'on aille prendre une glace ?» Elle m'avait regardé bizarrement mais avait souri. « Maintenant ? D'accord. » Nous étions partis immédiatement. Et pendant qu'elle me racontait ses cours, je pensais à ce qui nous attendait. Parce qu'il était temps de confronter Roberto. J'avais assez de preuves maintenant. Il était temps de faire exploser cette mascarade. Le moment que j'avais tant redouté et espéré à la fois est arrivé 3 jours plus tard, un dimanche soir. Julia et Pedro étaient chez leurs grands-parents pour le week-end. Giovanna prétendait étudier dans sa chambre. Roberto lisait tranquillement son journal dans le salon, comme tous les dimanches depuis 18 ans. Sauf que ce dimanche-là, j'avais mon téléphone à la main et un dossier complet de preuves dans mon sac. Roberto, ma voix tremblait malgré moi. Il faut qu'on parle. Il avait levé les yeux de son journal, souriant. Bien sûr, chérie. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air préoccupée depuis quelques jours. L'hypocrisie de ce sourire m'avait donné la force de continuer. Je m'étais assise en face de lui, avait posé mon téléphone sur la table basse. Je sais tout, Roberto. Pour toi et Giovanna. Le changement sur son visage avait été imperceptible pour quelqu'un d'autre, mais après 18 ans de mariage, je connaissais chacune de ses expressions. Ses yeux s'étaient durcis une fraction de seconde avant qu'ils ne reprennent contenance. « Je ne comprends pas de quoi tu parles, Carla. Giovanna est ma fille. »« Ta fille ?» J'avais sorti l'enregistrement de 3 jours plus tôt. « Ta fille qui gémit ton nom dans notre lit conjugal ?» J'avais appuyé sur play. Les sons étaient explicites, reconnaissables. Le visage de Roberto était devenu livide, puis rouge de colère. « Tu nous espionnes ? J'espionnais mon mari qui baise sa prétendue fille dans mon lit. » Les mots étaient sortis comme des gifles. « Dans mon lit, Roberto, avec cette manipulatrice que j'ai accueillie comme ma propre fille. » Il s'était levé brusquement, avait commencé à faire les 100 pas. « Tu es folle, Carla, complètement folle. Tu es jalouse de ta propre belle-fille, c'est pathétique. » Jalouse ? J'avais sorti mon téléphone, lui avais montré les captures d'écran de messages. « Tu m'as manqué hier soir, elle était là tout le temps. » C'est de la jalousie, ça, Roberto. Il avait regardé son propre téléphone avec incrédulité. « Comment tu as... » « Peu importe comment, regarde plutôt ça. » J'avais fait défiler les photos, eux main dans la rue, leurs baisers dans la voiture, les reçus d'hôtel. Et ça aussi. À chaque preuve, il pâlissait davantage. Mais au lieu de s'effondrer, de demander pardon, sa réaction m'avait glacée. « Tu es malade, Carla. Tu as transformé des gestes paternels affectueux en fantasmes sordides. » J'emmène ma fille au restaurant. Je lui achète des vêtements. Je la serre dans mes bras. Et toi, tu vois du sexe partout. La manipulation était si grossière que j'en suis restée sans voix. Il continuait, sa voix montant dans les aigus.
Tu es jalouse parce que je rattrape le temps perdu avec elle. Tu ne supportes pas qu'elle soit jeune, belle, alors que moi, quoi, Roberto? Alors que toi, tu vieillis. Tu as peur qu'elle prenne ta place dans mon cœur, alors tu inventes cette histoire répugnante. C'est à ce moment-là que Giovanna était descendue. En pyjama de soie rose, les cheveux détachés, l'air innocemment inquiet. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez ?» Roberto s'était précipité vers elle, l'avait prise dans ses bras. « Ta belle-mère a perdu la tête, ma chérie. Elle s'imagine des choses terribles. » Giovanna m'avait regardé avec de grands yeux blessés. « Quelle chose, tante Carla ?» L'audace de cette fille m'avait sidéré. Elle me regardait droit dans les yeux, jouant parfaitement son rôle de victime innocente. Elle pense... Roberto hésitait. Elle pense que toi et moi, que notre relation n'est pas normale. Les larmes de Giovanna avaient jailli instantanément. Comment vous pouvez penser ça? Papa est tout ce qu'il me reste. Vous croyez que nous... Elle sanglotait maintenant. C'est dégoûtant. Comment vous pouvez salir notre amour paternel comme ça? L'Oscar de la meilleure actrice. Je la regardais, ébahie par son talent de comédienne. Roberto la berçait contre lui murmurait des mots doux. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Elle est juste confuse. Le travail, le stress. Je vous ai enregistré. » J'avais hurlé. « Vous baisiez dans mon lit ?» Giovanna avait eu un mouvement de recul théâtral. Ces mots, ces images horribles. « Tante Carla, vous avez besoin d'aide. » Roberto hochait la tête gravement. « Je pense qu'elle fait une dépression nerveuse. Cette jalousie maladive. » Ils étaient en train de retourner la situation. Moi qui avais les preuves, moi qui étais la victime, je devenais la déséquilibrée, la méchante belle-mère qui s'en prenait à une pauvre orpheline. « Sortez !» j'avais dit d'une voix blanche. « Sortez tous les deux de ma maison, maintenant. »« Ta maison ?» Roberto riait maintenant. « Notre maison, Carla, celle que nous avons achetée ensemble. Tu ne peux pas nous mettre dehors. Alors c'est moi qui pars. » J'avais attrapé mon sac, mes clés. Mais cette histoire n'est pas finie. Je vais voir un avocat. « Vas-y !» Roberto criait maintenant. « Raconte-lui tes hallucinations. Montre-lui tes soi-disant preuves. On verra bien qui aura l'air ridicule. » En partant, j'avais entendu Giovanna sangloter. « Papa, pourquoi elle me déteste? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et la réponse de Roberto. « Tu n'as rien fait, ma chérie. Elle est malade. Nous allons prendre soin d'elle. Prendre soin de moi. Ils allaient prendre soin de moi. » J'avais roulé jusqu'à chez Marisa, les larmes brouillant ma vue. Quand elle avait ouvert sa porte et vu mon état, elle n'avait pas posé de questions. Elle m'avait juste serré dans ses bras. Cette nuit-là, allongée dans sa chambre d'amis, j'avais réalisé l'ampleur de leur manipulation. Ils m'avaient retourné la situation si habilement que même moi, j'avais commencé à douter. Et si j'avais vraiment mal interprété? Et si ma jalousie m'avait fait voir des choses qui n'existaient pas? Puis je me souvenais de cette culotte sous l'oreiller, de ses gémissements, de cette photo dans le tiroir de Giovanna. Non, je n'étais pas folle, j'étais lucide, et il était temps de me battre. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Maître Elena Dubois avait des yeux perçants qui semblaient lire dans les âmes. Dans son bureau feutré du centre-ville, elle avait écouté mon histoire sans broncher, examiné mes preuves avec le détachement professionnel que j'enviais. « Madame Rousseau », avait-elle dit en refermant le dossier. « En 20 ans de carrière en droit familial, j'ai vu beaucoup de choses. Mais cette manipulation, elle est d'une perversité rare. » Ces mots m'avaient soulagé. Enfin, quelqu'un me croyait. « Vous pensez que j'ai une chance? Vous avez plus qu'une chance. Vous avez des preuves solides. Messages, enregistrements, photos, et surtout, elle avait tapé son stylo sur le bureau, nous allons demander un test ADN. Si cette Giovanna est vraiment sa fille, Roberto n'aura aucune raison de refuser. » Les procédures avaient été lancées dans la foulée. Papers de divorce, demande de garde des enfants, partage des biens. Roberto avait engagé Maître Verneuil, un avocat réputé pour ses méthodes agressives. La première audience avait eu lieu 6 semaines plus tard. J'étais arrivée au tribunal avec Marisa, le cœur battant. Roberto et Giovanna étaient déjà là, lui en costume sombre, elle en robe sage, tenant un mouchoir. L'image parfaite du père et de la fille, traumatisés par une épouse déséquilibrée. Madame la juge, Maître Verneuil s'était levé avec solennité. Nous sommes face à une situation dramatique. Madame Rousseau souffre manifestement de troubles psychologiques graves qui l'amènent à fantasmer une relation incestueuse entre mon client et sa propre fille. Les mots me transperçaient.
Il continuait. Ces accusations sont non seulement fausses, mais profondément traumatisantes pour une jeune femme qui tentait simplement de reconstruire sa relation avec son père biologique. Maître Dubois s'était levé à son tour. Madame la juge, nous ne sommes pas dans le fantasme, mais dans la réalité des preuves. Si je puis me permettre, elle avait sorti son ordinateur portable, projeté sur l'écran de la salle les captures d'écran des messages. Tu m'as manqué hier soir. Elle était là tout le temps. Voilà ce qu'écrivait M. Rousseau à cette prétendue fille. Un murmure avait parcouru l'assistance. Maître Verneuil s'était empressé d'intervenir. Message sorti de leur contexte. Un père peut dire à sa fille qu'elle lui a manqué. Et ceci, Maître Dubois avait affiché la photo de Roberto et Giovanna s'embrassant. Ceci aussi, c'est de l'affection paternelle? Le silence dans la salle était assourdissant. J'avais regardé Roberto. Il était livide, serré les poings. Giovanna pleurait maintenant pour de vrai, mais je soupçonnais que c'était de rage, pas de tristesse. Madame la juge, Maître Dubois avait continué, nous demandons un test de paternité. Si Monsieur Rousseau dit la vérité, s'il s'agit vraiment de sa fille, il n'a aucune raison de refuser. C'est là que tout a basculé. Maître Verneuil s'était levé précipitamment. Cette demande est disproportionnée, traumatisante pour ma cliente. Traumatisante? La juge avait haussé un sourcil. Un simple test ADN? Maître Verneuil, si votre cliente est réellement la fille de Monsieur Rousseau, ce test ne peut que confirmer ses dires. Je ne vois pas en quoi c'est traumatisant. J'avais vu Roberto et Giovanna échanger un regard panique. Pour la première fois depuis des mois, j'avais senti l'espoir renaître. Madame la juge, la voix de Roberto tremblait. Ma fille a déjà tant souffert dans sa vie. Elle n'a pas à subir ces humiliations supplémentaires. Monsieur Rousseau, la juge s'était penchée vers lui. Soit cette jeune femme est votre fille et le test le confirmera, soit elle ne l'est pas et nous saurons enfin la vérité. Dans les deux cas, la justice sera rendue. Giovanna s'était levée brusquement. Je ne peux pas. Elle sanglotait maintenant. C'est trop dur. Tout ça parce qu'elle m'avait pointé du doigt. Parce qu'elle est jalouse de moi. Mademoiselle, la voix de la juge était ferme. Asseyez-vous. Le test ADN aura lieu. C'est un ordre du tribunal. Le silence qui avait suivi était électrique. Roberto avait murmuré quelque chose à l'oreille de son avocat, qui avait pâli. Giovanna tremblait maintenant, ses larmes coulant de plus belle. Madame la juge, Maître Verneuil s'était levé une dernière fois. Mon client souhaite faire une déclaration. La juge avait hoché la tête. Roberto s'était levé lentement, comme un condamné à mort. Il avait regardé autour de lui, puis ses yeux s'étaient posés sur moi. Pour la première fois depuis des mois, j'y avais lu de la honte. Sa voix était à peine audible. Elle n'est pas ma fille. Le silence qui avait suivi semblait durer une éternité. Puis les murmures avaient éclaté dans l'assistance. Giovanna s'était effondrée sur sa chaise, la tête entre les mains. « Monsieur Rousseau », la juge avait articulé lentement, « êtes-vous en train de me dire que vous avez menti sous serment ? Que vous avez fait croire à votre épouse pendant des mois que cette jeune femme était votre fille alors qu'elle était ma compagne ?» avait-il murmuré. L'explosion avait été immédiate. Les journalistes présents prenaient des notes frénétiquement. L'huissier réclamait le silence. Maître Verneuil tentait de rattraper la situation. Mon client était sous pression. Maître Verneuil, la juge l'avait coupé sèchement. Votre client vient d'avouer un mensonge sous serment, une manipulation conjugale d'une ampleur exceptionnelle et probablement une fraude financière. Je suspends cette audience. Elle s'était levée, nous laissant tous dans un brouhaha indescriptible. Roberto regardait le sol, anéanti. Giovanna pleurait silencieusement. Et moi, pour la première fois depuis des mois, je respirais. Maître Dubois s'était penché vers moi. Félicitations, Carla. Mais ce n'est que le début. Maintenant, nous allons découvrir l'étendue réelle de leur manipulation. En sortant du tribunal, j'avais croisé le regard de Giovanna. Plus de masque, plus de comédie. Juste de la haine pure dans ses yeux verts. Elle avait murmuré, assez fort pour que je l'entende, « Vous n'avez encore rien vu ?» Mais moi non plus, je n'avais encore rien vu. Chapitre 6. La trahison ultime. Les résultats du test ADN sont arrivés une semaine plus tard, comme une formalité. 0 parenté entre Roberto et Giovanna. Mais la vraie bombe a explosé le lendemain, dans le bureau de Maître Dubois. « Carla, asseyez-vous », m'avait-elle dit avec une gravité que je ne lui connaissais pas. Mes enquêteurs ont fait des découvertes
troublante. Elle avait étalé des documents sur son bureau. Des relevés bancaires, des contrats, des transferts de fonds. Roberto et Giovanna ont un compte joint depuis 2 ans. 2 ans, Carla. Pas 6 mois. Mon sang s'était glacé. 2 ans? Mais elle n'est arrivée chez nous qu'en mars dernier. Exactement. Ce qui signifie qu'ils se connaissaient bien avant qu'elle ne débarque dans votre vie. Tout était prémédité. Ses doigts tapotaient nerveusement sur les papiers. Mais ce n'est pas le pire. Elle avait sorti d'autres documents. Ils ont vidé le compte de votre entreprise familiale. Petit à petit, sur les 8 derniers mois, plus de 80 000 € détournés et virés sur leur compte commun. J'avais eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Notre entreprise, celle que nous avions bâtie ensemble, Roberto et moi. Nos économies de 18 ans de mariage. Il y a plus, avait continué Maître Dubois. Regardez ces documents immobiliers. Elle avait pointé une liasse de papiers. Ils ont acheté un appartement ensemble, au nom de Giovanna, mais financé par l'argent de votre entreprise. Les mots dansaient devant mes yeux. Tout était flou. Vous voulez dire qu'ils préparaient leur avenir? Ensemble? Ils préparaient votre ruine, Carla. Et regardez ça. Elle avait sorti son téléphone, ouvert une application de messagerie. Mon enquêteur a réussi à récupérer leurs anciens messages, ceux d'avant qu'elle arrive chez vous. Les messages défilaient sur l'écran. J'ai lu, horrifié, Giovanna. Tu crois qu'elle va gober l'histoire de la fille perdue? Roberto. Carla est trop bonne. Elle accueillera même le diable si je lui dis qu'il est orphelin. Giovanna. Et si elle se doute de quelque chose? Roberto. Impossible. Elle me fait confiance aveuglément. Cette idiote ne voit jamais rien venir. Chaque mot était un coup de poignard. Cette idiote. Voilà ce qu'il pensait de moi. De sa femme de 18 ans. Maître Dubois continuait à faire défiler. Giovanna. J'ai hâte de jouer à la belle-fille parfaite. Tu crois qu'elle va m'apprendre à faire sa cuisine? Roberto. Elle va te materner comme jamais. Tu vas voir, elle va même t'acheter des vêtements. Giovanna. Pendant que je baise son mari dans son lit? C'est délicieux. J'avais vomi. Littéralement. Maître Dubois m'avait tendu un verre d'eau et des mouchoirs. Mais je ne pouvais plus m'arrêter de trembler. Il y a pire, Carla. Beaucoup pire. Elle avait hésité. Vous voulez vraiment tout savoir? J'avais hoché la tête, même si une partie de moi voulait fuir, oublier, me réveiller de ce cauchemar. Il se moquait de vous, de votre générosité, de votre naïveté. Regardez, elle avait affiché d'autres messages, plus récents. Giovanna. Elle m'a acheté des sous-vêtements aujourd'hui. Elle choisit bien pour une vieille. Roberto. Tu les porteras pour moi ce soir? Giovanna. Dans son lit, comme d'habitude. J'adore voir sa photo de mariage sur la table de nuit pendant qu'on baise. Roberto. Elle m'a dit qu'elle t'aimait comme sa propre fille hier soir. Giovanna. La pauvre. Si elle savait comme je jouis fort quand tu me prends. Giovanna. Elle a pleuré en regardant un film sur les familles recomposées. Elle est tellement touchée par notre histoire. Roberto. Continue le cinéma. Plus elle t'aime, moins elle se doutera. Je sanglotais maintenant. Mes épaules secouées de spasmes incontrôlables. Ils avaient ri de moi. Ils s'étaient moqués de mes sentiments, de ma tendresse maternelle, de mon amour pour Roberto. Carla, la voix de Maître Dubois était douce. Il faut que vous compreniez quelque chose. Cette manipulation, elle était programmée pour vous détruire psychologiquement et financièrement. Il voulait tout. Votre argent, votre maison et votre destruction émotionnelle. Mais pourquoi? J'arrivais à peine à parler. Pourquoi tant de cruauté? Parce que Roberto voulait refaire sa vie sans perdre ce qu'il avait construit avec vous. Il voulait le beurre et l'argent du beurre. Vous garder comme source de revenus tout en vivant sa passion avec elle. Elle avait continué à expliquer leur plan. L'étape suivante était probablement de vous faire interner. Regardez ça. Elle avait sorti d'autres documents. Roberto a pris rendez-vous avec un psychiatre il y a 3 semaines. Il voulait faire constater votre déséquilibre mental. La monstruosité de leur plan m'apparaissait enfin dans toute son ampleur. Ils n'avaient pas seulement voulu me tromper. Ils avaient voulu me détruire, m'effacer, me faire passer pour folle. Il y a encore une chose, avait murmuré Maître Dubois. Giovanna a disparu hier soir. Elle a vidé leur compte commun et s'est envolée. Roberto l'a découvert ce matin. J'avais ri. Un rire hystérique, incontrôlable. Elle l'a abandonné? Avec tout l'argent. Il ne lui reste plus rien. L'appartement était à son nom à elle, le compte joint aussi. Roberto s'est fait avoir par sa propre complice. Justice. Une justice amère, mais justice quand même. Giovanna avait joué Roberto comme Roberto m'avait joué. Le manipulateur manipulé.
Que va-t-il se passer maintenant? Nous allons récupérer tout ce qui peut l'être. Porter plainte pour escroquerie, détournement de fonds, fraude conjugale. Roberto risque de la prison ferme. Elle avait refermé les dossiers. Et vous, Carla, vous allez vous reconstruire. En sortant du bureau, j'avais senti quelque chose d'étrange. Pas du soulagement, pas encore, mais une forme de paix amère. Je n'étais pas folle, je n'avais pas fantasmé. J'avais été victime de la manipulation la plus cruelle qu'on puisse imaginer. Mais j'avais survécu. Et maintenant, j'allais me battre. Roberto avait sous-estimé cette idiote qu'il avait épousée. Il allait découvrir de quoi j'étais capable. 2 ans ont passé depuis cette audience où la vérité a explosé au grand jour. 2 ans depuis que j'ai découvert l'ampleur de leur manipulation. Je suis assise maintenant dans ma cuisine, celle où Giovanna m'aidait à préparer le dîner en souriant, et je regarde mes enfants faire leurs devoirs. Julia a 18 ans maintenant. Elle prépare son bac, rêve d'études de médecine. Pedro, 16 ans, joue dans l'équipe de football du lycée. Ils vivent avec moi à temps plein depuis que le juge a accordé ma demande de garde exclusive. Roberto a perdu tous ses droits de visite après sa condamnation. Car oui, Roberto a été condamné. 3 ans de prison ferme pour escroquerie conjugale, détournement de fonds et fraude. Il a fait appel, mais ses avocats m'ont dit qu'il avait peu de chance. Les preuves étaient accablantes. Son avou en audience publique avait scellé son sort. Giovanna, elle, a disparu dans la nature. Les dernières nouvelles que j'ai eues parlèrent d'une fille correspondant à son signalement repéré en Thaïlande. Avec l'argent qu'elle avait volé, elle pouvait vivre confortablement pendant des années. L'extradition était compliquée, m'avait expliqué Maître Dubois. Elle risquait de ne jamais être jugée. Parfois, la nuit, je me réveille encore en sursaut. Je sens son parfum dans les couloirs, cette vanille et ce jasmin qui m'avaient tant plu. Je l'entends rire avec Roberto dans la cuisine. Je la vois m'aider à étendre le linge en m'appelant Tante Carla, avec cette voix douce qui me faisait fondre. « Maman ?» Julia lève les yeux de ses livres. « Tu vas bien ? Tu as l'air ailleurs. » Je souris, pose ma main sur sa joue. Ma fille a mûri prématurément à cause de cette histoire. Ils ont tous les deux mûri. « Ça va, ma chérie ? Je pensais juste… » « À papa ?» Pedro a posé son stylo. Mon fils évite soigneusement de parler de Roberto depuis le procès. La trahison de son père l'a marqué profondément. Non, pas à votre père. Je pensais à nous, à ce qu'on a traversé, à ce qu'on est devenu. Nous avons fait une thérapie familiale pendant 1 an. Dr Martinez nous a aidés à comprendre ce qui nous était arrivé, à mettre des mots sur la manipulation, le mensonge, la trahison. Les enfants ont eu du mal à accepter que leur père soit capable d'une telle cruauté. « Comment on peut faire ça à quelqu'un qu'on aime ?» avait demandé Julia lors d'une séance. « Il ne m'aimait plus, ma chérie. Peut-être même qu'il ne m'avait jamais vraiment aimée. » Cette réalisation avait été douloureuse, mais libératrice aussi. Mais pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi tout ce cinéma? Dr Martinez avait expliqué « Parce que votre mère représentait la sécurité financière, la respectabilité sociale. Divorcer aurait signifié tout perdre. Alors, il a préféré la détruire psychologiquement pour garder ses avantages. Marisa a été ma bouée de sauvetage pendant ces 2 années. Quand je doutais de moi, quand je me demandais si j'avais vraiment été aussi naïve, elle me rappelait la vérité. Tu n'étais pas naïve, Carla. Tu étais confiante. Il y a une différence. J'ai appris à faire cette différence. J'ai appris qu'être généreuse ne signifie pas être stupide. Qu'ouvrir son cœur ne veut pas dire fermer son cerveau. J'ai appris à poser des limites, à dire non, à protéger mes sentiments autant que mes biens. L'entreprise a été sauvée, en partie. Maître Dubois a réussi à récupérer une partie de l'argent détourné. Pas tout. J'ai dû vendre la maison, celle où nous avions vécu en famille, celle qui était souillée par leurs ébats secrets. Nous vivons maintenant dans un appartement plus petit, mais plus lumineux. Les enfants ont chacun leur chambre. Et moi, j'ai enfin un bureau à moi. « Maman », Pedro ferme son cahier, « tu sais, je suis fière de toi. » Ces mots me touchent plus qu'il ne peut l'imaginer. Fière de moi? Pourquoi? Parce que tu t'es battue. Tu ne t'es pas laissé faire. Au début, quand papa disait que tu étais, tu sais, malade, j'y ai cru. Giovanna avait l'air si gentille. Julia acquiesce. Moi aussi j'y ai cru. On se sentait coupables après, d'avoir douté de toi. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Ils étaient très forts. Moi-même, certains jours, je me demandais si je n'étais pas en train de devenir folle. Nous avons tous appris de cette épreuve.
Julia fait plus attention aux gens qu'elle fréquente. Pedro est devenu plus méfiant, mais pas fermé. Moi, j'ai appris que la bonté sans discernement peut devenir dangereuse. Parfois, je repense à cette Giovanna qui m'aidait en cuisine, qui me demandait conseil pour ses études, qui s'endormait contre moi devant un film. Cette fille-là existait-elle vraiment? Ou n'était-elle qu'un personnage inventé pour mieux me manipuler? Dr Martinez pense que Giovanna a probablement des traits psychopathiques, capacité à mentir sans remords, charme superficiel, manipulation émotionnelle. Elle a joué un rôle, Carla. Parfaitement, mais ce n'était qu'un rôle. Et Roberto, l'homme que j'ai aimé pendant 20 ans, le père de mes enfants, existait-il vraiment? Ou lui aussi n'était-il qu'une façade? Je préfère penser qu'il a existé, au moins au début, que quelque chose s'est brisé en lui, que l'appât du gain et la passion l'ont transformé en monstre. C'est moins douloureux que d'imaginer que j'ai vécu 20 ans avec un étranger. Le plus dur, ça reste les nuits. Quand la maison est silencieuse, quand les enfants dorment, je repense à tous ces moments où j'ai été aveugle. Ces signes que j'ai ignorés, ces intuitions que j'ai repoussées, cette culpabilité de ne pas avoir protégé mes enfants plus tôt. Mais Dr Martinez m'a appris à transformer cette culpabilité en force. Vous ne pouviez pas savoir, Carla. Personne ne peut prévoir une manipulation de cette ampleur. L'important, c'est que quand vous avez su, vous avez agi. Aujourd'hui, je travaille comme consultante indépendante. J'aide d'autres femmes qui ont vécu des manipulations conjugales. Mon expérience, aussi douloureuse soit-elle, sert à quelque chose. Quand je vois dans leurs yeux cette même confusion que j'ai ressentie, je sais comment les aider. Maman, Julia range ses affaires. Marisa vient dîner ce soir? Oui, elle apporte le dessert. Marisa et moi sommes plus proches que jamais. Cette épreuve a renforcé notre amitié. Pedro sourit. Elle va encore nous raconter ses histoires de rendez-vous ratés? Probablement. Je ris, et ce rire est sincère. J'ai réappris à rire, à avoir confiance en l'avenir. Est-ce que je referai confiance à un homme un jour? Je ne sais pas. Pour l'instant, je me concentre sur mes enfants, sur moi, sur cette nouvelle vie que nous construisons. Une vie plus fragile peut-être, mais plus vraie. Je regarde mes enfants, si forts, si résilients. Ils ont survécu à l'implosion de leur famille, à la découverte de la vraie nature de leur père. Ils grandissent avec une maturité que je n'aurais pas voulu leur imposer, mais qui les rendra peut-être plus forts. Le téléphone sonne. C'est Marisa. « Salut ma belle, je suis en route. Tu vas bien? » « Oui, je vais bien. » Et c'est vrai. Pour la première fois depuis 3 ans, je peux dire que je vais bien sans mentir. Dites-moi en commentaire d'où vous écoutez mon histoire et abonnez-vous pour plus de récits incroyables. Alors, si vous étiez à ma place, auriez-vous pu vous pardonner d'avoir été si généreuse, d'avoir ouvert votre cœur à celle qui allait le briser? Moi, j'ai appris à me pardonner, parce que la générosité n'est pas une faiblesse. C'est juste qu'il faut apprendre à la protéger.